C'est le dernier dimanche de football de la saison. Et non le moindre, le 58e Super Bowl est à nos portes. L'heure des prédictions a sonné. Il est maintenant temps de se commettre et de prédire qui remportera le précieux trophée Vince Lombardi. Et la zone payante, une partie du moins, est en direct de Las Vegas. Eh oui! Et la question qui brûle les lèvres de tous, est-ce que Las Vegas, la ville, est football? On revient sur les moments forts des derniers Super Bowls et on fait nos adieux à cette saison qui nous aura fait vivre bien des hauts et des bas. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses en vue du Super Bowl et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de la Zone Payante en vue du Super Bowl. Et le bruit de fond que vous entendez, là, mais ça, c'est Stéphane Cadorette qui est dans la salle des médias en arrière, là. à Las Vegas et qui passe la semaine à Vegas pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal parce que c'est l'expert du groupe québécois. Salut, Steph! Salut, mon Jean-Nic! Bon, écoute, le monsieur est à Las Vegas, ça va bien. On entend les bruits derrière toi parce que tu es dans la salle média. Steph... C'est pas des bruits de party, là. Attention, là. Je suis pas dans un casino, je suis pas dans un bar louche, je suis pas à nulle part de non recommandable aux familles, je suis seulement dans la salle média. Je vous promets. OK, mais on va y venir là à ce que tu as fait cette semaine parce qu'on sait que la semaine avant le Super Bowl, il y en a des activités à Las Vegas. Il y en a des activités pour les journalistes qui suivent le Super Bowl. On peut débuter avec ta semaine, dans le fond, parce que tu as commencé avec l'histoire tant attendue, l'histoire d'amour dont tout le monde parle. Et même les boss, même tout le monde veut que tu couvres une histoire d'amour plutôt que le sport. Je te dis que t'es rendu le nouveau Louise Deschâtelet. Je te dis que Louise Deschâtelet, elle peut avoir peur de perdre sa job à cette heure que tu couvres Travis Kelce puis Taylor Swift. Dis-moi un peu ce qui est arrivé lundi quand tu as commencé ta semaine en couvrant sa conférence de presse. On va mettre carte sur table, là. Tu sais, je suis mieux d'être bien traité parce que j'ai déjà des offres de People Magazine en ce moment, de Entertainment Weekly. Ah, ça afflue de partout. Mais écoute, non, la soirée des médias, plus sérieusement, c'était encore le zoo, là. Tu sais, c'est toujours le zoo, c'est l'asile à chaque année. Mais là, il y avait la petite sauce Travis Kelce, évidemment, Taylor Swift. Moi, j'ai jamais vu un parterre rempli de journalistes comme ça. Puis en plus, cette année, contrairement à la plupart des années que c'est dans des arénas, là, c'était dans le stade direct, là, dans le stade des Raiders. Fait que c'est immense. Il y avait 23 000 personnes. Moi, ça me frappe à chaque fois. 23 000 personnes qui payent 30 $ pour aller regarder des joueurs se faire interviewer puis entendre de l'écho là, partout dans le stade. Là, OK, il y avait du monde dans le stade. 23 000, Jean-Nic, c'est fou. Comment la NFL trouve toujours une façon un petit peu plus tout le temps de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches. Ouais, c'est bon, ça va monter le plafond salarial. Effectivement, les joueurs se plaindront pas de ça. Fait que Travis Kelce, pour en revenir à ça, écoute, c'était le plus gros attroupement que j'ai jamais vu. Là. Je commence à en avoir fait des soirées médias, mais ça, c'était débile, au point que habituellement, les deux les plus courus, c'est toujours, sans exception, le corps arrière, évidemment, puis le coach. Mais là, Travis Kelce dépassait ça. Là. C'était une meute en avant de lui. Puis évidemment que beaucoup de questions portaient sur sa douce. Il fallait s'y attendre, surtout que faut pas que les gens s'imaginent. On entend souvent le chiffre, là, il y a 5-6 000 journalistes. Là, il y en a 6 000 cette semaine à Vegas qui ont été accrédités. Faut pas s'imaginer que c'est tous des journalistes mordus de football qui suivent la NFL là, d'un bout à l'autre, de semaine en semaine, puis qui capotent. Il y a beaucoup de personnages là-dedans que tu reverras pas de la semaine. Il y en a beaucoup qui savent pas la différence entre un tight end puis un fullback, mettons. Oh oui, exactement. Puis écoute, là, tu leur dis Travis Kelce et tight end, ils veulent même pas le savoir de toute façon. Là.
Fait que c'est ça, il s'est fait demander toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'il va la demander en mariage? Est-ce qu'elle va être là à temps pour le match? Il s'est fait demander tout ça. Puis tu sais, j'ai trouvé qu'il a été gracieux, Travis Kelce, parce qu'un moment donné, un gars peut se tanner, là, on s'entend, là, mets-toi dans ses souliers. Ouais. Il y en a qui vont dire qu'il a couru après, mais là, écoute, tu contrôles pas l'amour, Jean-Nic. Et j'ai trouvé qu'il a répondu poliment, il a donné des bonnes réponses, il était humoristique, il a bien géré la situation, moi personnellement je trouve. Puis là après ça, ça continue toute la semaine, on entend là, c'est dans les bulletins télé, on voit ça, la journée des médias, mais toute la semaine après, il y a des conférences de presse. Fait que Travis Kelce, il a pas fini de parler là, de Taylor Swift. Moi, je l'ai fait une fois, je l'ai pas fait 14 fois. Mais pour te dire que les gars sont très, très, très sollicités cette semaine à comparer d'une semaine normale où ils parlent seulement, admettons, le mercredi. Là. Cette semaine, ils sont au micro là, plusieurs fois. Là. Bon. Fait que là, Travis Kelce, c'est bon, l'histoire d'amour, c'est cute. Mais là, est-ce qu'il a parlé un peu de football? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé dans les autres conférences de presse? Est-ce que ça a parlé un peu de football? Est-ce que Patrick Mahomes a dû répondre sur des questions sur Taylor Swift? Est-ce qu'Andy Reid a dû répondre à des questions de Taylor Swift? Ben, c'est drôle, Andy Reid, puisque t'en parles. Il s'est fait demander, il y a une journaliste qui a dit, t'es marié depuis plus longtemps que Travis Kelce est né. Quel conseil t'aurais donné dans son union avec Taylor Swift? Puis Andy Reid, en bon Andy Reid, a répondu, tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut que tu la traites comme une reine. Fait que, mais il y a des moments comiques comme ça. Fait que, tu sais, faut pas être trop puriste. Ça vient avec la semaine du Super Bowl. Ça amène des nouveaux amateurs. Moi, j'en ai même dans mes chums, tu sais, qu'ils ont commencé par écouter un Super Bowl. Puis c'était juste pour le party, pour le show de la mi-temps, pour les publicités. Puis peu à peu, écoute le Super Bowl l'année d'après. Puis l'année suivante, il écoute les séries. Puis 4 ans plus tard, ben il écoute toutes les games à chaque dimanche. Si t'amènes des fans, c'est tant mieux. C'est juste que je comprends que les puristes football, moi j'en suis, tu sais, des fois ça fait un peu cirque, ça fait un peu too much, mais je pense que ça fait partie du gros pouvoir de l'attraction de la NFL, puis c'est quelque chose que tu peux pas reculer là. Ça va aller en grossissant, tu sais, c'est un peu ça. Bon, alors, Taylor Swift, Travis Kelce, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, mais là, parlons un peu du reste de ce qui s'est passé cette semaine. Avant que tu me parles de ton party de mardi, est-ce que il y a eu des conférences de presse où il y a eu un peu de trash talk, là, tu sais, là? Est-ce qu'il y a eu un peu... Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que toi, t'en as vu un peu. Est-ce qu'il y a eu des moments où, tu sais, ils se sont envoyés des petites pointes, là, qui pourraient servir de motivation? Non, c'est tranquille. Je te dirais qu'un des rares que j'ai vu, puis on peut même pas dire trash talk, là, mais c'est Charvarius Ward, le demi de coin des Niners. Tu sais que lui, il était avec les Chiefs là, avant. Il était là au dernier Super Bowl contre les Niners. Il y a 4 ans. Il a dit que sans équivoque, c'était beaucoup mieux à San Francisco. Fait que ça peut des fois là, gérer quelques petites flamèches, mais on parle pas d'un gros trash talk épique comme on a vu certaines années. Il n'y a pas eu de déclaration choc. Moi, je me souviens d'une année où Randy Moss avait dit en plein Media Night, c'est moi le meilleur receveur de l'histoire, là, c'est pas Jerry Rice. Tu sais, des déclarations choc comme ça, je pense que les joueurs, ils sont de plus en plus coachés par les relationnistes. Fais pas de vagues, parle de la routine, sors des clichés, essaie de pas en dire trop, révèle rien, mets-toi pas dans le trouble, mets-nous pas dans le trouble. Je pense que c'est un peu ça la game médiatique. Mais il y a quelques-uns qui vont s'échapper ou qui vont faire des déclarations le fun, qui sont volubiles, qui sont intéressants, mais on veut pas là, mettre de l'huile sur le feu. Bon, là, tu connais les auditeurs qui nous écoutent régulièrement. D'ailleurs, on salue les gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois. D'ailleurs, on va être un petit peu en mode Super Bowl 101 tantôt quand on va vous parler du match. On vous invite à rester à l'écoute tout le long de notre épisode. Mais ceux qui connaissent bien notre podcast, on se pose toujours la question un peu humoristiquement, est-ce que la ville est football? Là, Vegas, ça a l'air de quoi là, pendant que t'es là? On le sait que le monde travaille pareil, puis tout le monde pense au football, là, mais c'est le Super Bowl, là, Vegas, tu sais faire les choses en grand. Est-ce que tu vois des affaires à Vegas qui valent la peine d'être racontées? Ouais, clairement. Puis juste avant de te donner des exemples comme ça, moi, ce que j'ai remarqué, je suis venu souvent à Vegas pour le travail, pour le hockey beaucoup.
Pour les Golden Knights, entre autres, j'étais venu au repêchage d'expansion, j'étais venu quand ils ont fait les séries pour la première fois. J'étais allé à leur... vanter, là. Non, c'est pas ça, mais je veux t'amener de quoi? Tu sais que c'est pas mon genre. Mais dans le fond, là, je sentais pas nécessairement que la ville était tant hockey. Au début, là. Peut-être que maintenant, ça a changé. Ça fait quelques années que je suis pas venu pour les Golden Knights. Mais dès que tu mets le pied dans la ville pour le Super Bowl, moi, je me posais la question, Jean-Nic, parce que je me disais, Vegas, il y a tellement d'attraits, il y a tellement de divertissements différents, on mise tellement sur autre chose. Est-ce que le Super Bowl va se perdre un peu dans la masse? Mais non, vraiment pas. Tu arrives à l'aéroport, déjà, tu vois les logos partout. Tu sais, chaque passerelle piétonnière qui traverse la strip, tu sais de quoi je parle un peu. C'est décoré au logo du Super Bowl. Tu vois des ballons de football. Bien des hôtels qui ont changé leur décor aussi, qui intègrent le football là, à leur décor. Je pense au Caesars Palace. C'est une réplique géante du trophée Lombardi. Tu sais, tu peux pas manquer. T'es sur la strip, tu passes le Caesars Palace, tu le vois tout de suite. Tu arrives au Bellagio. Les fontaines du Bellagio, c'est quand même pour les gens qui sont allés à Vegas ou qui veulent y aller un jour, c'est un des endroits un peu... prise de photos, si on veut. Là, le monde s'arrête là pour voir le show des fontaines illuminées. Là, t'as surtout CBS. Que c'est une des seules choses abordables à Vegas. Là. Ben, c'est encore une des rares choses gratuites. Avec ça, puis les bières pas chères que tu peux boire dans la rue. Mais c'est ça. La fontaine du Bellagio, juste à côté, CBS a mis son studio. C'est quoi, c'est un gros studio. Ils n'ont pas ménagé. Là. C'est pas là qu'ils vont ménager les sous. CBS. Fait que, tu sais, tu te promènes, puis tu peux pas le manquer, finalement. C'est dans ta face tout le temps. La sphère, il y a la nouvelle grosse sphère là, près du Wynn. Ouais, c'est près du Wynn. Un gros hôtel aussi. Que U2 a inauguré il y a quelques mois. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est la grosse illumination. Ça ta voix de partout dans la ville, quasiment. Puis là, ben écoute, il y a bien des images du Super Bowl qui défilent dessus. Des joueurs, des bagues de telle année. Tu sais, je voyais, exemple, la bague des Colts de Baltimore en telle année du Super Bowl. Okay. Tu sais, fait que tu le sens, tu le vis. C'est vraiment difficile à manquer. Puis là, l'autre chose, tu me le diras si je parle trop, là, je suis comme vraiment dedans dans ma semaine, puis je veux le faire vivre au monde le plus possible, mais d'habitude au Super Bowl, moi, je remarquais que les gens arrivaient beaucoup le jeudi soir. Le vendredi, là, ça arrivait vraiment. Puis le samedi, ben là, c'était une trolley, là. Écoute, au moment où on enregistre, on est mercredi, c'est déjà beaucoup plus populeux que d'habitude. Tu sais, la ville attendait 330 000 visiteurs et plus. Il y a la proximité géographique avec San Francisco aussi. Là. Tu sais, c'est pas si loin que ça. Là. Je comprends que c'est pas à la porte. Non, mais c'est pas si loin que ça. C'est ça. Fait qu'écoute, la ville est submergée de fans des Niners. Je te dirais qu'à date, ce que je vois, là, ça peut changer en fin de semaine. Peut-être que les gens du Missouri vont débarquer tranquillement. Mais c'est 80-20. Colin, au moins, là, c'est vraiment impressionnant. Puis d'ailleurs, les Chiefs se sont fait huer dans le stade lundi soir de soirée des médias. C'était spectaculaire. Là. Puis là, tu avais Travis Kelce qui narguait la foule. On aurait dit un bon vieux lutteur, un méchant là, qui bave la foule. Là. C'était quelque chose. Fait que, OK, là, j'ai assez parlé, je te laisse aller. Non, c'est bon, non, mais je trouve ça le fun. Là. On en parlait un peu avant d'entrer en nombre, parce que moi aussi, je remarque de plus en plus que les Chiefs, c'est les nouveaux vilains, là, tu sais, là, c'est la gang là, qui se font huer, puis qui commencent à être aller chercher du hate un peu, comme à la lutte. Les gars ils interprètent des rôles un peu de heels. Ouais. Mais c'est fascinant, ça, parce que ça fait pas si longtemps qu'ils gagnent, les Chiefs. Tu sais, les Patriots, non, mais là, on pouvait comprendre l'écœurite, les Pats, ça faisait 20 ans. Là. Mais les Chiefs, ça fait quelques années. Mais là, en plus, je pense qu'il y a tout le phénomène glamour, Taylor Swift, sont dans toutes les publicités, la famille de Mahomes qui est partout, les Kelce qu'on voit tout le temps. Le frère de Mahomes qui se met toujours les pieds dans les plats, son père qui vient de se faire arrêter en état d'ébriété. Écoute, il y a tout plein de facteurs en ce moment qui jouent contre la popularité des Chiefs, mais écoute, c'est pas ça qui va les empêcher de performer ou d'être stressés, je pense. On vous a promis un segment de Football 101, Super Bowl. On va faire ça tout de suite après la pause. Bougez pas.
Vous êtes sur la zone payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. Je suis en compagnie de Stéphane Cadorette. Stéphane qui est en direct de Las Vegas. Ladies and gentlemen. Ouais. Ceux qui nous regardent en vidéo, ça paraît pas en arrière, mais oui, je suis pas dans ma chambre chez nous à faire semblant que je suis à Vegas. Là, non. Lisez mes articles, vous allez le voir. Ceux qui ont raté le premier segment de l'émission, je vous invite à aller l'écouter parce que il se vante qu'il est à Vegas. Il compare ça avec d'autres Super Bowls parce que monsieur a vécu tellement de Super Bowl que maintenant il a suffisamment d'expertise pour savoir qu'il y a plus de monde le mercredi, le jeudi, vendredi. T'es chanceux, Steph, j'espère que tu le sais puis que t'en profites. Oui. Mais je te remercie, puis la part des auditeurs aussi, tu nous fais vivre quand même le Super Bowl à distance pour nous, braves gens qui peuvent rester à la maison pour travailler puis s'occuper de ses enfants. C'est ça le but, mais j'espérais quand même pas te le faire vivre à distance. Hein. Tu sais qu'il y avait une offre à la table pour que tu viennes me rejoindre. Je m'en suis fait parler d'ailleurs cette semaine. T'as fait un beau choke. Là. Il y a 3-4 personnes qui m'ont dit « Hey, finalement, tu y vas-tu à Vegas? » J'ai dit « Voyons, je peux pas croire qu'il y a du monde qui pensait vraiment que je pouvais tout mettre ça là, sacrer ça là, puis aller à Vegas. » Écoute, je regrette un peu. Il est pas trop tard, tu vas me dire, mais là, il commence. Non, mais écoute, ça me rassure quand même de savoir que tes filles vont avoir droit à leur REE plus tard. C'est quand même important. C'est ça, exact. Ils peuvent considérer qu'ils vont avoir assez d'argent pour aller à l'université. Football 101, mon homme. On s'en va pour le Super Bowl. Écoute, nos auditeurs le savent, c'est le moment où on fait nos prédictions de la semaine. Normalement, on a plusieurs matchs. Là, cette semaine, il y a un match. On va s'y attarder, évidemment, plus que d'habitude. D'un, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter le podcast pour la première fois, puis qui ont besoin d'avoir un peu de quoi à discuter quand ils vont regarder le match entre amis. Puis on comprend ça. C'est pas tout le monde qui sont des spécialistes, mais il y a aussi les spécialistes, les gens qui nous écoutent, qui veulent avoir ton input, Steph, sur le match de dimanche. Alors, on va commencer, on va mettre la table, si tu veux bien. On parle toujours de qui est favori dans le match, selon justement les bookers à Vegas. La ligne a bougé, hein? Elle a commencé dans certains sites. Les Niners étaient favoris par 4.5 au début. Ça s'est rapproché de 2.5. Et là, le lendemain du match, ils ont déjà perdu un point. Et là, on s'entend la plupart des maisons pour dire que San Francisco est favori par seulement 1.5 points. Donc, sur les Chiefs. Et le nombre de points qui est prévu, qui sera marqué dans le match par les Las Vegas aussi, c'est 47.5. Je veux juste faire un petit historique, si tu veux bien, Steph, sur les derniers Super Bowl qui ont été présentés avec les cotes, pour vous dire un peu comment que ça s'est passé. L'an dernier, Philadelphie était favori par 1.5 pour remporter le match contre les Chiefs. On sait comment ça s'est terminé. Les Chiefs ont remporté le match 38-35 sur un fin de match un peu controversé, mais tout ça pour dire que Vegas avait quand même prédit que ça allait être serré. Il n'avait pas prédit le bon gagnant, mais avait prédit que ça allait être serré. Kansas City, donc, qui était un underdog, a remporté le match. L'année précédente, les Rams contre les Bengals. Rappelez-vous que les Rams étaient favoris pour ce match-là. Hein? C'est l'année des Rams qui avaient changé leur premier choix pour aller chercher Matthew Stafford. Les Rams l'ont remporté par 23-20. Ouais. Donc, ils étaient favoris par 4.5. Ils n'ont pas fait la cote, mais ils ont quand même remporté le match. La dernière fois, avant l'an dernier, où les Chiefs s'étaient rendus au Super Bowl, c'était contre Tampa Bay. Kansas City était favori contre les Buccaneers de Tampa Bay avec Tom Brady. Et Tampa Bay avait remporté le match 31-9. On s'en rappelait pas, hein, mais c'était là, quand même c'est un cas flagrant c'est un cas flagrant de preneur au livre qui l'avait échappé. Là. Ouais. Puis rapidement, on va finir avec le match il y a 4 ans où les Chiefs ont joué contre les 49ers et les Chiefs avaient remporté donc à l'époque leur premier Super Bowl. Ils avaient gagné 31-21 et les Chiefs étaient favoris ce match-là par 1.5. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus, on parle dans les dernières semaines de match revanche entre les deux équipes, même si plusieurs joueurs ont quitté. Mm-hmm. Mais là, on a inversé le favori parce que les 49ers sont favoris cette semaine.
Commençons, si tu veux bien, par les 49ers, parce qu'on a l'impression que c'est l'année un peu des 49ers. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour bien entourer Brock Purdy, le corps arrière, à l'attaque comme à la défense. Ils ont peu de faiblesses. Présente-nous un petit peu les unités d'attaque et de défense des 49ers. Ben, les Niners, tu regardes sur papier, ils ont un alignement plus complet que les Chiefs. Perso, là, je trouve. On parle de 9 Pro Bowlers, de 7 joueurs sur les équipes d'étoiles. Ça, pour moi, c'est encore plus important que le Pro Bowl. Tu as 7 joueurs sur les équipes 1 et 2 d'étoiles de la NFL. C'est une pléiade de vedettes, là, cette équipe-là. À l'attaque, là, tu regardes que ce soit les Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Tu as 3 armes redoutables pour attraper les passes de Brock Purdy. Puis tu as Christian McCaffrey dans le champ arrière qui peut sortir, attraper des passes aussi, puis courir très efficacement avec le ballon. Je pense qu'il y a plus de 300 verges au sol sur son plus proche concurrent là, d'avance. Là. Fait que, ça te démontre à quel point il a dominé cette saison. Et il mène la ligue pour les, les toucher. Quand même pas banal, puis, là, un gars qui rentre dans son début. Non, c'est bien important, évidemment. Il n'y a pas de secret là. Puis l'autre chose, c'est qu'il a mené la ligue pour les verges de la ligne de mêlée. Là. Fait que c'est toute une arme. C'est ça qui fait dire à des gens « Ah, Brock Purdy, c'est un corps arrière de système. » Puis ça, on en a déjà parlé, on ne creusera pas ce débat-là une autre fois, mais est-ce que Brock Purdy est vraiment dominant ou est-ce que c'est dû au personnel autour de lui? Là, il y a tout ce débat-là qui se crée autour de Purdy. Côté ligne à l'attaque, les Niners, je pense que c'est leur faiblesse. Sans parler là, d'une lacune extraordinaire, tu as Trent Williams, qui est un excellent bloqueur, peut-être le meilleur de la NFL au niveau des bloqueurs à gauche. Il va être un protecteur exceptionnel pour Brady. Il va ouvrir des brèches sur le jeu au sol. Mais en dehors de ça, il y a moyen d'exploiter cette ligne-là. Là. Autant à l'intérieur, du côté droit, ça laisse un petit peu à désirer. Fait que c'est là où je me demande si les Niners vont pouvoir prendre le contrôle du cadran avec Christian McCaffrey ou si la ligne à l'attaque fera pas le travail contre le front des Chiefs. Puis défensivement, ce qui est impressionnant des Niners, moi, ce que je retiens d'abord et avant tout, leur groupe de secondaire, Dre Greenlaw, Fred Warner, c'est potentiellement, moi je pense, j'en ai que le meilleur duo de linebacker de la ligue. En tout cas, si c'est pas le meilleur, c'est dans les meilleurs. 2 gars qui sont excellents, autant en couverture de passe que contre la course. Tu sais, Dre Greenlaw qui a eu 2 interceptions là, plus tôt dans les séries, dans le match contre Green Bay, je pense. Fait que tu sais, c'est ça. Puis le front défensif. Le front, Nick Bosa a pas eu une saison à tout casser comme dans les dernières années. Mais c'est quand même un gars qui va mettre la pression régulièrement, je pense, sur Patrick Mahomes. Il avait été dominant là, dans le match il y a 4 ans. Je pense qu'on va voir un peu le même Nick Bosa ressortir. C'est Chase Young là, qui se laisse attendre un petit peu. Là. Il a été acquis à date limite des transactions, puis c'est pas nécessairement l'impact escompté. On se demande s'il met l'effort tout le temps. Puis maintenant, les Niners, c'est pas une tertiaire qui est redoutable, mais ils ont les joueurs qu'il faut, là, je pense. Les receveurs des Chiefs sont pas nécessairement hyper performants, là, à part Kelsey et Rashee Rice. Fait que je pense qu'il y a ce qu'il faut du côté de la tertiaire pour tenir les Chiefs là, quand même honnêtes du côté de l'attaque aérienne. Dis un mot quand même sur Brock Purdy. On l'oublie parce que l'histoire de Kelsey et Taylor Swift est tellement belle, mais je veux dire, mettons que t'es pas cynique, là. Tu sais, moi, on dirait que je suis pas encore décidé sur Brock Purdy, comme la plupart des gens peut-être qui suivent la NFL. Tu le dis un peu, c'est un corps de système, il est-tu bon, il est-tu pas bon, mais dire pourquoi qu'il n'y a pas le mérite qui est dû, là? C'est un choix de 7e ronde, c'est une belle histoire, personne n'en parle. Écoute, non, c'est pas vrai que personne n'en parle. Tout le monde en parle, mais la moitié du temps, c'est pour le planter puis dire il est pas si bon que ça. Tu sais, un Cam Newton qui a dit dernièrement sur son podcast, d'après moi, c'est même pas le 10e meilleur joueur des Niners. Pour moi, c'est des folies. Moi, tu dis que t'es pas décidé. Moi, je suis décidé. Je pense que Brock Purdy, là, c'est le real deal. J'ai l'impression que c'est le joueur qu'il fallait pour guider cette attaque-là. Il fait pas beaucoup d'erreurs, il tourne très peu le ballon. T'sais, il a eu son match de 4 revirements contre les Ravens, mais en dehors de ça, là, écoute, il est clean. Il nous a montré aussi, même dans le dernier match, qu'il peut faire des gros jeux avec ses jambes. Ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est pas une facette qu'il a montré beaucoup. Là.
Il peut étirer les jeux, puis en plus, il est allé chercher les premiers essais. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé de Brock Purdy, tu sais, le fameux... j'ai de la misère à trouver l'expression francophone pour ça, là, mais le clutch factor. Il a pas été... Il y en a qui vont dire, ouais, il a pas été super en première ronde. OK, c'est vrai. Mais bon, finalement, il se retourne. 4e quart, il est parfait. Dernière séquence, il est parfait. Même chose contre les Lions en finale de conférence. Écoute, les Niners, ça a été so-so, disons, là, pas mal en première demi. Il arrive en deuxième demi quand ça chauffe. Il est à son meilleur. Pour moi, c'est la marque des bons corps arrière. Tu sais, qu'il soit excellent au premier quart, qu'il soit excellent sur un premier et 10, c'est une chose, tant mieux. Mais Brock Purdy excelle sur les 3e essais, il excelle au 4e quart, il est très bon quand ça chauffe. La seule chose, c'est que les Niners, traditionnellement, c'est pas une équipe qui va faire de grandes remontées. Ils l'ont fait contre Détroit, oui, mais c'est pas leur marque de commerce. C'est une équipe qui doit se donner les moyens dès le début de prendre les devants, de prendre le contrôle du cadran du match. Mais sinon, écoute, même quand ça chauffe puis que le match est serré, s'il n'y a pas un trop gros écart, Brock Purdy va en masse faire la job à mes yeux. Parle-moi de Kyle Shanahan, l'entraîneur des 49ers, qui vient d'une grande famille d'entraîneurs. On l'a déjà dit, son père a gagné le Super Bowl. C'est un entraîneur qui a gagné ses lettres de noblesse déjà, même s'il est jeune dans la NFL. Il fait beaucoup avec ce qu'il a, puis il y a déjà beaucoup. Alors on s'imagine, on comprend pourquoi il est rendu au Super Bowl. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Kyle Shanahan pour qu'il prépare son équipe pour le Super Bowl? Ben moi, ce que j'espère que Kyle Shanahan va faire, c'est s'appuyer beaucoup plus sur le jeu au sol que ce que les Ravens ont fait dans la finale de conférence américaine. Ils ont jamais misé sur le jeu au sol, puis les Chiefs sont exploitables au sol. C'est pas un panier percé, mais c'est une équipe qui quand même est genre 16, 18e à peu près contre la course. Fait qu'il y a moyen de courir contre eux. T'as le meilleur porteur de ballon de la NFL. Il est en santé. Utilise-le encore et encore. Moi, j'irais à forte dose de McCaffrey. C'est pas un désaveu contre Brock Purdy encore là. Mais ton arme la plus redoutable dans cette attaque-là, pour moi, c'est McCaffrey. T'envoies même Deebo Samuel dans le mix. On sait que c'est le couteau suif de l'attaque des Niners, là, ceux qui se joignent à nous puis qui se disent c'est qui ça, Deebo Samuel. C'est un receveur de passe, mais qui est employé aussi souvent par Kyle Shanahan au jeu au sol. On l'emploie de diversification. C'est ça. Puis il va être déployé sur des motions. On va l'utiliser pour confondre l'adversaire parce que il est en motion. Est-ce qu'on va lui remettre le ballon en arrière de la ligne de mêlée lorsqu'il va passer? Est-ce que c'est seulement une illusion pour libérer un receveur de l'autre côté? Il y a tout ce jeu d'échecs-là que Kyle Shanahan maîtrise vraiment bien depuis qu'il est dans la NFL, mais il y a 2 cicatrices majeures contre lui, Kyle Shanahan. Tu sais, au Super Bowl, le dernier coup, il y a 4 ans contre les Chiefs, rappelle-toi, Jean-Nic, qui avait échappé les Niners une avance de 10 points au 4e quart. Et, est-ce qu'il faut le rappeler, il était coordonnateur à l'attaque des Falcons d'Atlanta en 2016, quand les Falcons menaient 28-3 au 3e quart. Parle-moi pas de ce ça, match-là. C'est... Je sais que tu veux pas l'entendre, mais c'est arrivé, c'est écrit dans l'histoire. Écoute, ça, c'est 2 grosses cicatrices, 2 grosses taches au dossier de Kyle Shanahan qui va tenter d'effacer là, en fin de semaine parce que ça reste un excellent entraîneur-chef, ça reste un très bon cerveau offensif, puis ça reste un gars qui a fait les moves pour améliorer cette équipe-là. Quand il est allé chercher McCaffrey l'an passé, c'était clairement pour franchir la dernière étape vers le Super Bowl. Ouais. C'est pour ça que je rappelle, encore une fois, utilisez-le, c'est votre cheval. Les Chiefs, maintenant, les vilains dans l'histoire, est-ce que tu peux nous faire un peu la même présentation? On les connaît comme plus, les Chiefs, là, quand on les suit d'un œil. Oui, il y a Travis Kelce, oui, il y a Pat Mahomes, mais c'est plus que ça, l'équipe des Chiefs. L'attaque, peut-être qu'on peut quasiment résumer ça à ces deux-là. Mais parle-nous de la défense, qui s'est beaucoup améliorée cette année. Parle-nous un peu de l'attaque pour savoir est-ce que les Chiefs ont leur place au Super Bowl en ce moment. Un petit mot sur l'attaque d'abord, parce que les Chiefs, ceux qui ont été habitués aux gros faits saillants des dernières années, les bombes à tour de bras, les matchs de 35-40 points, c'est pas ça les Chiefs de 2023-2024.
on va prendre ce que la défensive adverse nous donne. L'attaque a développé une approche, je dirais, moi, beaucoup plus patiente. Patrick Mahomes, il n'a pas connu sa meilleure saison, là, loin de là. Peut-être même sa pire, je dirais, à date, depuis qu'il est dans la NFL. Mais en série, il est exceptionnel. Il a vraiment, vraiment élevé son jeu. Moi, j'ai pas vu le même Pat Mahomes en série, surtout au niveau des passes risquées, là, des crampes un peu. Protège mieux le ballon. Puis, comme je parlais de Purdy tantôt, Mahomes, c'est un gars qui va aussi là, réaliser des jeux bien fâchants pour la défensive. Là, sur un 3-16, il va se mettre à courir. Il va aller chercher le premier jeu contre toute attente. Tu sais pas à quoi t'attendre avec lui. C'est l'imprévisibilité dans son cas qui est très difficile à gérer pour une défense. Je mentionnais les receveurs tantôt. C'est la pire année là, pour Mahomes au niveau de ses receveurs depuis qu'il est dans la ligue. Mais bon, Kelsey, Rashee Rice, c'est des sources fiables. Faut pas oublier Pacheco. Tu sais, Isaiah Pacheco, ça peut être très utile un porteur de ballon comme lui. Quand le match devient tough au quatrième quart, que les défenses sont fatiguées, puis là, tu sors ton petit démon, là. Écoute, que lui, je sais pas à quoi il est boosté, mais il est vraiment possédé. Quand il court, c'est comme si sa vie en dépend à chaque jeu. C'est même pas un cliché. Il est complètement fou là, tu sais, dans son style, très physique. Ça peut être une arme au quatrième quart. Puis la ligne à l'attaque, efficace, je dirais. C'est pas la meilleure ligne de la ligue. Les bloqueurs me font peur un peu. Là. Jawan Taylor, d'ailleurs, qui joue malgré le décès de sa maman il y a quelques jours. Il a dédié le match. Il y a eu une saison difficile, il faut le dire. C'est la nouvelle acquisition des Chiefs dans la saison morte. On a misé gros sur lui. On a laissé aller Orlando Brown pour prendre lui à sa place. Puis jusqu'à maintenant, il y a eu des matchs compliqués. Fait que ça va être un joueur à surveiller, là, le 74 des Chiefs. Puis au niveau de la défense, très sous-estimé. On en parle de plus en plus là, de la défense des Chiefs. Il était temps. Moi, je dirais qu'il était grand temps parce que c'est une défense qui fait beaucoup de sacs du corps. 57 sacs du corps cette saison. C'est le deuxième plus haut total. Chris Jones, c'est le joueur à surveiller. Au milieu de la ligne défensive, le 95. Écoute, c'est une boule d'énergie. C'est un disrupteur. Il va aller briser la pochette protectrice très souvent. C'est un vétéran, en plus. Des fois, tu ne le vois pas pendant une certaine période. Là. Ben oui. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est le leader, c'est l'âme de la défensive. Autant que Mahomes est le leader à l'attaque, c'est lui le boss en défense. Steve Spagnuolo, le coordonnateur défensif, lui était avec les Giants lorsqu'ils ont surpris les Patriots. Il a le don de concocter des plans de match qui vraiment va confondre les attaques adverses là, quand l'enjeu est important, comme au Super Bowl. C'est un gars qui a l'expérience de ces moments-là. C'est le coordonnateur parfait pour les Chiefs en ce moment. Puis, je souligne une dernière chose du côté des Chiefs, leur tertiaire. Trent McDuffie, L'Jarius Sneed, c'est deux excellents demi de coin. Ça, c'est le match-up intéressant pour moi. Dans ce match-là, il n'y a rien de plus intéressant. Les demi de coin des Chiefs contre les receveurs très, très, très productifs des Niners, autant Ayuk que Samuel, ça va brasser pas mal cette confrontation-là. OK. Parlons d'Andy Reid, si tu veux, Steph, parce que Andy Reid, c'est l'entraîneur que tu veux derrière le banc pour ce genre d'enjeu. Il est un habitué des Super Bowls. Il a été là plusieurs fois, puis c'est le roi pour les ajustements. On sait qu'il a gagné des Super Bowls. Il a une relation privilégiée avec Patrick Mahomes. Comment tu penses qu'il va préparer son équipe pour le Super Bowl? Je suis pas inquiet pour eux autres, ça c'est sûr. Puis ce qui est bien aussi avec Andy Reid, c'est que ses joueurs l'adorent, ils se défoncent pour lui. Tu sais, c'est un entraîneur qui est, je pense, exigeant, mais très, très bon pour ses joueurs. Puis les gars ont le goût vraiment de jouer pour Andy Reid. Fait que ça, c'est important de le souligner. Là. C'est pas un coach que les joueurs craignent, c'est un coach que les joueurs adorent puis qui veulent récompenser ça, je pense. Puis comme tu le disais, c'est pas son premier rodéo, c'est son 5e le Super Bowl. Là. Il en a vu d'autres, il a vu neiger. Puis c'est drôle parce que quand il était avec les Eagles, Andy Reid, dans le temps, on disait de lui qu'il gérait très mal l'horloge, qu'il faisait des erreurs tactiques à des moments critiques. Puis là, on dirait que c'est l'inverse. Les Chiefs sont bien rodés, ils cafouillent pas dans ces situations-là. T'sais, Andy Reid, c'est drôle à dire parce qu'il est rendu à 66 ans.
mais il a pris beaucoup de maturité, je pense, sur ce plan-là. C'est devenu un meilleur entraîneur avec les années. Tu sais, on parle de son génie offensif, oui, mais tu sais, il gère une gang de vedettes. Il sait donner du lousse quand il faut donner du lousse. Il gère bien les situations de fin de match. Combien de fois on a vu les Chiefs orchestrer des remontées de dernière minute? Je pense que, comme le bon vin, là, Andy Reid a bien vieilli là, dans les dernières années. Et Dieu sait qu'il aime la bonne chair, d'ailleurs, Andy Reid. Bon, on est rendu maintenant au moment où on doit se commettre, mon cher Stéphane. On a fait ça tout au long de la saison. Et on n'arrêtera pas maintenant. Quoique, on a un peu donné ses couleurs. Moi, je peux commencer parce que j'avais prévu le Super Bowl, entre guillemets, entre les Chiefs et les 49ers au début des séries. Puis, bravo. Je vais quand même continuer dans ce que j'avais dit aussi, ce serait que ce soit les Niners qui allaient remporter le match. Je vais m'expliquer rapidement, puis après ça, je vais te laisser la parole. Je pense que les gens veulent plus savoir ce que toi, tu prévois que moi, mais juste... Non, voyons donc. Non, mais c'est pas par fausse modestie, là, mais c'est évidemment parce que t'as beaucoup plus le feeling, t'es sur place. Je pense que les gens vont être intéressés par ce que tu ressens aussi sur place. Moi, je vais juste te parler de deux petites affaires qui d'après moi, vont faire la différence. Puis après ça, je vais t'écouter. C'est vrai que les Chiefs, c'est difficile de miser contre eux. C'est difficile de miser contre Pat Mahomes. C'est difficile de miser contre Andy Reid. Je pense que c'est des gens qui ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner le Super Bowl. Moi, c'est les deux éléments qui m'inquiètent pour les Chiefs, c'est les distractions. Veux pas, là, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses sur lesquelles qui sont déconcentrés. Pas juste Taylor Swift, là, mais tu sais, on en parlait tantôt. Je pense que la famille Mahomes au grand complet garde encore leur place dans les médias. Kelsey veut pas, il va être déconcentré, particulièrement dans son cas. Les autres joueurs aussi sur Taylor Swift. Et moi, je pense qu'ils sont pas au sommet de leur concentration. De l'autre côté, les 49ers, je pense qu'ils ont eu peur contre Détroit. Je pense qu'ils ont 2 semaines pour se préparer, pour se dire qu'ils vont commencer le match fort. Je pense que c'est l'année des 49ers. Je pense qu'ils se sont bâtis une équipe pour se rendre où ils sont là, puis ils sont encore affamés de remporter un Super Bowl, puis ils vont avoir la chance de le faire avec une équipe qui est en santé, bien rodée. La seule chose qui m'a inquiété depuis le début des séries, t'en parlais tantôt, la ligne défensive de San Francisco, je trouve que sont inexistants. Il va falloir que ce soit le match de Nick Bosa et de Chase Young. Là. Ils se rendent pas, ils ont de la difficulté à arrêter la course, ils ont de la difficulté à se rendre au corps arrière. On dirait que je les reconnais pas. Là, ils mettent de la pression à 4, c'est insuffisant. Fait que moi, ils commencent les matchs comme ils ont fait avec les Packers et Détroit, je pense que cette fois-ci, ils vont avoir de la difficulté à remonter. Ça part par la ligne défensive. C'est clair. Et je vais y aller avec une victoire de San Francisco parce que je pense que c'est l'année des Niners. Je pense qu'ils sont plus affamés. Je pense qu'ils sont plus concentrés. Une victoire 27-23. C'est à toi, mon cher. Excellent. Ben moi, au début de l'année, avant la saison, j'avais mis les Niners au Super Bowl. Je les mettais perdants contre les Bengals. Là. Ça fait pas glorieux de dire ça aujourd'hui. Mais écoute, il y a des choses qui sont arrivées. Là, puis bon. Mais en série, j'avais gardé le choix des Niners. Par contre, les Chiefs, j'avais pas l'impression que c'était leur année. Tu sais, j'avais le feeling cette année que ça levait pas. La fin de saison avait été quand même assez décevante. Il y a eu une séquence très difficile, novembre-décembre. Tu sais, je commençais à me dire, OK, c'est peut-être juste pas leur année. Puis finalement, le fait qu'ils aient renversé la vapeur comme ça, qu'ils soient leur meilleur en série, que Mahomes fait plus d'erreurs, ben c'est comme si je me dis au contraire, ils sont en train de démontrer que les Chiefs sont toujours les Chiefs, qu'on les a juste sous-estimés un peu. Je pense, comme je te le disais en début de show, que les Niners ont un meilleur line-up. Les joueurs étoiles, ils ont plus de joueurs étoiles à plus de positions. Mais l'intangible, c'est Patrick Mahomes. Ça fait cliché de dire ça, mais il va être dur à limiter au Super Bowl. Les Chiefs, c'est une équipe calme, expérimentée, qui a vécu ces situations-là. Écoute, là, c'est leur 4e Super Bowl en 6 ans, si je me trompe pas. Qui en a gagné 2 en 4 ans. 4e en...
Fait que, tu sais, écoute, ça s'achète pas, ça. Ça, là, l'expérience, c'est très important dans des situations comme ça. Moi, je les ai sentis cette semaine à date très calme, très en contrôle. Tu sais, là, tu t'entends toutes sortes de choses du côté des Niners. Le terrain de pratique est pas bon, tout ça, là. Du côté des Chiefs, il n'y a pas de bruit. Tout a l'air sous contrôle. Je trouve que c'est une équipe qui a l'air vraiment là, en contrôle de sa destinée. Écoute, c'est pas un gros punch, là. Je suis en train de te donner mes arguments. Fait que j'y vais avec les Chiefs. Oh, OK. Il n'y aura pas tant de points que ça, j'ai l'impression. Je pense que les deux défenses vont s'illustrer. Moi, je vais y aller avec un 23-20 pour les Chiefs. Ça va être serré, mais ça va être le Super Bowl, j'ai l'impression, où on va plus parler de la défense des Chiefs qui a limité les grosses vedettes des Niners que de Patrick Mahomes comme tel. Mais Mahomes va quand même faire les gros jeux au grand moment là, pour trouver le moyen de sortir son équipe du trou. Merci, Steph. Bon match à ceux et celles qui nous écoutent et on vous invite aussi à donner nos prédictions. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook, notre groupe Nos précieux conseils fantasy football. On va lancer la discussion durant la fin de semaine pour savoir qui vous favorisez dans ce match. Fais une pause et on revient après avec les questions du public. Bougez pas. Vous êtes sur la Zone Payante, un podcast de Cube Radio. Et sur Cube, vous pouvez nous regarder aussi à la télé. Maintenant, nous serons diffusés à 6 heures le samedi matin et en pre-game dimanche en après-midi à partir de 13 heures. Donc, venez nous rejoindre sur Cube. Oh, quel avant-match! Oui, monsieur, sur Vidéotron. Vous pouvez nous regarder sur Illico au 651 et sur Elix au 70. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à Cube. C'est formidable comme chaîne. J'en suis d'ailleurs le boss. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux questions du public parce qu'on en a reçu encore pas mal de questions cette semaine. On va commencer avec Thomas de Bordeaux, à tout seigneur, tout honneur, notre ami français qui nous suit à chaque semaine, qui tient le score pour nous. Et on va savoir, entre moi et Steph, qui donc terminera le mieux les séries au comté prédiction. Faut dire que je suis en avance, ça, je vais pas me vanter. Thomas, donc. C'est incroyable ce qu'une relation amoureuse peut avoir comme impact sur un sport. En France, depuis que notre grande amie Taylor Swift a récolté les honneurs pour sa musique, tout le monde parle du Super Bowl à venir, même si les journalistes français ont encore du mal à bien retranscrire la vérité. On a droit à la plus grande chanteuse pop, qui est la petite amie du quarterback star des Chiefs. Oui, alors, c'est vrai que... Non. C'est pour ça qu'on est là, Jean-Nic. C'est à ça qu'on sert. Là. Exact. Et qui jouera la finale du Super Bowl. Évidemment, la finale du Super Bowl, c'est un pléonasme. Alors, les Français, pour Thomas, les commentateurs français ne maîtrisent pas encore très bien le sujet de la NFL. C'est pour ça qu'on est très écoutés en France quand on regarde les statistiques. La Zone Payante est un podcast très populaire en France. D'ailleurs, on salue nos amis et nos cousins français qui nous regardent et qui nous écoutent. Voici la question de Thomas. Une question qui m'interroge. Pourquoi le Super Bowl s'appelle-t-il le Super Bowl plutôt que simplement la finale de la NFL? Ça, c'est drôle parce que, ironiquement, ça vient des Chiefs qui sont au Super Bowl cette semaine. À l'époque, leur propriétaire, Lamar Hunt, il faut savoir, là, pour les gens qui sont pas nécessairement férus de l'histoire de la NFL, il y avait deux ligues à une certaine époque. Il y avait la NFL, mais il y avait l'AFL qui montait en puissance tranquillement, qui grugeait là, pas mal de popularité puis de talent dans la NFL. Puis, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas faire une finale entre ces deux grandes ligues-là? Puis Lamar Hunt, lui, était propriétaire des Chiefs, la famille Hunt qui est toujours propriétaire de l'équipe aujourd'hui. Et le monsieur Hunt en question, avait dit, pourquoi on n'appellerait pas ça le Super Bowl? Il y avait des jouets, semble-t-il, de ses enfants à l'époque, des balles qui s'appelaient des Super Balls, donc super balles. Et lui, il avait dit, ça pourrait être bien de faire le Super Bowl, le bowl ultime entre les deux ligues. Puis quelques années plus tard, ça c'était en 1966, puis en 70, les deux ligues ont fusionné. Puis c'est pour ça que l'AFL, en passant, est devenue l'AFC, la conférence américaine qu'on connaît aujourd'hui.
Fait que là, à partir de là, la NFL est redevenue la NFL toute puissante qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait vraiment deux circuits qui rivalisaient puis qu'on a mis un contre l'autre au Super Bowl. Sifflet, mon cher monsieur. Salutations à Thomas qui va regarder, lui, pendant la nuit, le Super Bowl entre les Niners et les Chiefs. On passe à Eric. Avec l'éclosion de Love à Green Bay, les équipes n'auraient-elles pas avantage à laisser les carrières recrues sur un banc un an ou deux? On a vu souvent d'excellents QB à prendre sur le banc, Brady, Mahomes, Young, Rodgers. J'ai l'impression qu'on les brûle souvent. Une question d'Éric Biron. Ouais, ça, c'est super embêtant. C'est un bon point qu'Éric amène parce que c'est vrai que c'est arrivé, là. Effectivement, Mahomes, on a tendance à oublier qu'en 2017, là, il a joué seulement le dernier match de l'année quand les Chiefs avaient plus rien à gagner. Fait que c'en est un qui a appris sur le banc. Mais pour tous ceux qui apprennent sur le banc, il y en a beaucoup qui se développent aussi très rapidement. Tu sais, les exemples sont flagrants. Regarde cette année un CJ Stroud, par exemple. Il y en a eu d'autres là, dans les dernières années qui ont été de très bonnes recrues. Fait que c'est de savoir, surtout, je pense, à quel point le corps arrière est mature, à quel point on voit à l'entraînement qu'il maîtrise le système. Tu sais, faut pas s'exciter avec les partisans qui réclament que la recrue joue. Faut savoir ce qu'on a entre les mains. Faut savoir est-ce qu'il est bien entouré, ce corps arrière-là. Est-ce qu'il y a un danger à l'exposer à une ligne offensive très poreuse? Ça, c'est des situations qu'il faut gérer au cas par cas, je pense. Fait qu'il n'y a pas une réponse universelle, sinon toutes les équipes l'appliqueraient, mais faut pas que les équipes se laissent influencer trop par le facteur financier, c'est-à-dire que la recrue coûte des peanuts. On va le faire jouer rapidement, comme ça va nous permettre d'investir partout autour à d'autres positions. Ça, c'est considéré aussi, mais il faut pas que ce soit le facteur. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments là-dedans. On s'en va à la question de Kevin qui nous dit « Si Purdy ne connaît pas une grosse game, que vont faire les Niners? » Ah, ça, ben écoute, moi j'ai affiché mes couleurs déjà. Si Purdy connaît pas une grosse game, on passe à autre chose, puis l'an prochain, il va revenir. Je crois encore en lui. Je peux pas me dire Purdy connaît un mauvais match. On arrête tout, là, puis on cherche ailleurs. Mais il va avoir du bruit à cause du fait que, tu sais, c'est une histoire, on en a parlé un petit peu la semaine passée dans Zone Jean-Nic, mais les Niners ont quand même voulu courtiser Tom Brady durant la dernière saison morte. Je te dis pas qu'ils vont le refaire encore, mais est-ce qu'on fait 100% confiance à Purdy? Je pense que oui, mais faut pas oublier une chose. Shanahan en est revenu là-dessus cette semaine. Je pense qu'il a parlé de ça à Peter King. Puis il disait que le gros facteur qui a fait qu'il a courtisé Brady, c'est qu'à ce moment-là, Purdy avait le bras dans une attelle. Il se remettait d'une opération au coude très, très, très majeure. On savait pas ce que ça allait donner. Fait qu'il s'est dit comme police d'assurance, je pourrais aller chercher Brady. Il va jouer pendant 1 an. Puis après, s'il veut prendre sa retraite, il prend sa retraite. Puis on retourne à Brock Purdy. Mais c'est sûr que cette approche-là qui a été bruitée, ben ça va toujours revenir au sens où il connaît un mauvais match, est-ce qu'on le change? Mais moi, ma réponse, c'est non. On continue avec lui. Thomas nous pose la question. De manière générale, comment un joueur se prépare pour le match du Super Bowl? À quoi ressemble son emploi du temps dans les 2 semaines précédant le match? Et quelles techniques prennent les équipes pour s'assurer que les joueurs demeurent focus et en bon état pour le grand match? Oui, merci. Thomas O'Neill-Grenier, c'est pas Thomas de Bordeaux, là. Faites attention, on donne pas la parole 2 fois, là. Pas juste un chien qui s'appelle Fido. Comment il se prépare? C'est ça, exactement. Bravo. Fait que comment il se prépare? Souvent, contrairement aux autres matchs, évidemment, où là, on a 2 semaines pour se préparer, la première semaine va déjà servir à installer le plan de match, à gérer là, un peu comment on va attaquer l'adversaire. Parce que on sait que la semaine du Super Bowl, ce qui est normalement la routine des pratiques du mercredi, jeudi, vendredi, ça peut être perturbé un petit peu beaucoup, là, parce que l'équipe voyage le dimanche. Lundi, c'est la grosse soirée des médias. Mardi, mercredi, jeudi, encore beaucoup de points de presse. On s'entraîne à travers ça, mais c'est sûr que c'est pas une semaine normale. Il y a des rencontres aussi avec le diffuseur CBS qui veut avoir ses entrevues individuelles. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'on voit pas, qui se déroulent en arrière-scène et qui font en sorte que les joueurs,
ils doivent appliquer le plus possible leur routine, même si ça déroge pas mal. Mais c'est pour ça qu'ils installent leur plan de match un peu plus tôt. Puis c'est drôle parce qu'il y a des joueurs qui parlent beaucoup cette semaine aussi du stress que ça amène. Ça peut paraître fou, mais tout le monde de leur entourage qui veulent savoir, je peux-tu aller au Super Bowl? As-tu un contact pour m'amener? Combien tu as droit de billets? Là, si tu en as 30 billets, là, t'es rendu à combien? J'aimerais vraiment ça y aller. Tu sais, Kyle Shanahan a fait une joke là-dessus aujourd'hui. Il disait... on découvre à quel point, soudainement, il y a du monde qui nous aime, qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Fait qu'il y a tout ça, cet aspect-là à gérer, puis ça, les joueurs essaient de le gérer le plus tôt possible avant de partir le dimanche au Super Bowl pour pouvoir être vraiment d'attaque là, une fois qu'ils sont à Vegas ou ailleurs, là, où le Super Bowl a lieu. Mario qui nous dit, on connaît l'adage, l'offensive gagne des matchs, mais la défensive gagne des championnats. Ma question, est-ce vrai pour le Super Bowl? Est-ce que dans l'histoire, le duel s'est gagné en majorité avec le meilleur des deux défensives? Merci et go Swifties! Mario qui monte. Ah, go Swifties! Écoute, Mario, dans le temps, à l'époque, ça a été vraiment un adage qui était tout à fait vrai. Là. Tu regardes, il y a beaucoup des premiers Super Bowls, puis même là, jusqu'aux années 80, là, c'était des Super Bowls souvent à bas pointage ou une équipe qui scorait énormément de points, qui donnait une volée à l'adversaire. Puis on a vu une tendance dans les années 2000 avec des Super Bowls plus offensifs. Là. Dans les dernières années, honnêtement, il y en a eu quelques-uns où on se disait hey, la défense existe-tu? Là, je pense entre autres au Super Bowl Eagles, Patriots. Là, ça avait fini quoi? 41 à quelque chose. 41-33. Bon, tu vois, après ça, 38-35 l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de pointages assez élevés des équipes qui marquent 30 points. Fait que sans dire que l'adage est plus vrai, ça prend aujourd'hui là, une attaque crédible pour performer dans ce match-là. Quel est votre Mont Rushmore de la NFL, toutes positions confondues dans toute l'histoire de la NFL? Ça, c'est Jérôme qui nous pose souvent des questions comme ça, qui nous font réfléchir. On va y aller, mettons, pas toutes positions confondues, là. Faisons, disons, corps arrière, wide receiver, puis running back, là, pour aujourd'hui. Puis peut-être que Jérôme se reposera ta question dans un moment où on pourra réfléchir plus en profondeur. Mais toi, Steph, quarterback, running back, wide receiver, qui tu mets sur le Mont Rushmore? Il t'en prend 5. Ouais, 5. Bon, corps arrière. OK, Tom Brady, 1. Joe Montana, 2, ça c'est sûr. Peyton Manning. Après ça, qui que je mettrais là, 5. Moi, je pensais qu'on y allait toutes positions confondues, mais bon. Vas-y. Otto Graham, ça c'est un vieux corps arrière des Browns que peut-être personne connaît, mais il a gagné un paquet de championnats très dominant. Je pense que tu n'as pas le choix de le mettre là-dedans. Puis je mettrais, je pense que j'irais avec Dan Marino. Il y en a qui vont dire il n'a pas gagné de Super Bowl, je le sais. Mais pour moi, ça reste un des grands corps arrière qui a influencé beaucoup ce qu'on voit puis la façon dont les corps arrière jouent aujourd'hui. J'espère que j'en oublie pas là, là-dedans. Oh, mon sifflet est mort. Mon sifflet est mort déjà? Oui, je sais. On va y aller avec une autre question, celle de Simon. Au cas où vous n'auriez pas encore enregistré l'émission, bon, il dit « Comment expliquer que Bill Belichick, le plus grand entraîneur de tous les temps, se retrouve en ce moment sans emploi? » Ben écoute, moi je suis très surpris de ça. Moi j'aurais misé cher qu'il allait se trouver un emploi dès cette année. Là, je pensais pas qu'il y aurait une pause. Là, on commence à se demander est-ce qu'il va même revenir. J'écoutais Tom Brady parler cette semaine. Je sais pas si c'était dans son podcast ou quoi, mais il disait qu'il était renversé de voir que Belichick avait pas été engagé. Julian Edelman a dit la même chose aussi. Ça a été un choc, je pense, pour beaucoup de monde, surtout qu'il y a eu 2 entrevues à Atlanta. On s'attendait que ça soit un peu dans le sac. Là, je pensais que c'était une formalité rendue à 2 entrevues. J'en ai pas d'explication. Outre que, est-ce qu'il a demandé plein pouvoir comme il y avait à Nouvelle-Angleterre? Est-ce que ça a été une exigence de son côté de dire « je veux continuer de prendre toutes les décisions entourant le personnel ». On sait que ça n'a pas été un succès, ces repêchages, la fin en Nouvelle-Angleterre. Peut-être que ça a fait réfléchir M. Arthur Blank, le propriétaire des Falcons.
Une dernière question de Simon. D'ailleurs, il nous dit, l'année passée, il nous avait demandé de nous choisir la couleur du Gatorade. C'est vrai, hein, lui, Simon, et je pense qu'il aime les paris un peu farfelus. Là, il nous dit, combien de temps pensez-vous que va durer l'hymne américain? Il semblerait que ça tourne autour de 126 secondes. Et là, c'est pas un pari facile à guesser, ça? Oh boy. Oh, boy, là, comment on peut savoir ça? 126, moi je vais y aller avec la famille, 126. OK, moi je vais y aller avec 140. Ça va tourner autour de ça, mais... Je file 140. OK, hey, on y va. Dernière question, la question de Robin. Ah oui. Le moment Robin. Sortons un peu du Super Bowl et parlons du trophée Iceman. Y a-t-il déjà eu une course approchant cette légendaire de 1997 où il y avait Peyton Manning, Charles Woodson et Randy Moss? D'ailleurs, je l'ai vu, c'est un 30 for 30 ou c'est sur Netflix. C'était une très bonne histoire, ça, le Iceman de 97. Peyton Manning avait décidé de rester une année de plus à Tennessee. C'est quoi les bonnes années de Iceman que tu as en tête, toi, Steph? Ben, c'est ça qui est le pire, c'est que dans les dernières années, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Puis j'aimais la question de Robin parce que ça m'a poussé à réfléchir à c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un suspense vraiment. Puis moi, la dernière qui me vient en tête, c'est c'est 2015, là, quand il y avait eu un certain combat, je dirais, entre deux porteurs de ballon, là, Derrick Henry puis Christian McCaffrey. Derrick Henry qui jouait à Alabama, McCaffrey qui jouait à Stanford. Mais tu sais, ça avait été gagné quand même assez, là, pas facilement, mais tu sais, finalement, Derrick Henry avait gagné avec une avance quand même relativement confortable. Mais sinon, dans les dernières années, ça a été tough pas mal. Mais en 2009, ce que je voyais, c'est que la course la plus serrée, ça a été en 2009. Avec Reggie Bush? Je regarde, là. Mark Ingram, qui était longtemps avec les Saints dans la NFL, il était à Alabama aussi, un porteur de ballon, qui avait été dans la course avec le porteur de Stanford, encore une fois, Toby Gerhardt, qui dans la NFL a vraiment pas eu une belle carrière, là. Puis il y avait le corps arrière aussi de Texas, Colt McCoy, qui est encore backup là, dans les dernières années. Lui, il a roulé sa bosse longtemps dans la NFL. Fait que 2009, ça avait été une course là, très, très, très serrée. Ingram avait gagné par seulement 28 points là, au vote. Je pense que c'est une des courses les plus serrées avec celle que Robin évoque en 97. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions. Si vous voulez discuter, vous pouvez nous rejoindre en nous interpellant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire partie de notre groupe Facebook qui s'appelle Nos précieux conseils de Fantasy Football. Oui, Nos précieux conseils de Fantasy Football sur Facebook. Demandez d'être membre. On est déjà plus de 1000 à discuter de football sur ce groupe. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante. Oui, l'adresse, la zone payante à commercial québécoismedia.com. Restez là ensuite, c'est le bar. Vous êtes à la chronique au bar, dans le podcast de la zone payante, le podcast sur Cube qui vous parle de football, de la NFL surtout, et qui, là, on est en route vers... le Super Bowl. Et au bar, ben c'est le moment de relaxer un peu, de parler de choses un petit peu plus off et d'en punir des gens ou les féliciter puis les amener au bar. On pourrait aussi féliciter sur la carrière d'Anthony Auclair. On n'a pas eu le temps d'en parler. Anthony qui a annoncé sa retraite la semaine dernière. Hey, bon point. On le salue, Anthony. Et on espère qu'il va pouvoir passer à autre chose puis s'épanouir dans une autre carrière. Est-ce qu'il a dit en quoi qu'il a fait ses études, Anthony? Hein? Oui. Ça, je pourrais pas te dire, mais tu sais, pour l'instant, en tout cas, il s'en va dans le personnel d'entraîneur du Rouge et Or. Puis j'ai l'impression que ça va être un gars de football pendant plusieurs années, Anthony. Tu sais, il en mange, il adore ça, c'est un passionné. Fait que je sais pas ce que l'avenir lui réserve à long terme, mais à court terme, il reste dans la famille du Rouge et Or. Bien content pour lui parce que bon athlète, il a bien collaboré là, avec moi au fil des années. J'ai que de bonnes choses à dire de lui. Puis écoute, il aurait pu potentiellement continuer dans la NFL, mais comme il l'a expliqué, il était plus prêt à vivre avec le risque des blessures puis les longues réhabilitations. C'est très dur mentalement, physiquement. Donc, chapeau à Anthony là, pour une belle carrière.
Moi, je veux amener au bar la famille Mahomes. On en a parlé un petit peu tantôt, là. Je sais que il y a plusieurs personnes qui se cherchent. Au complet? Oui, au complet, mais ça va commencer par... sa mère, tu sais, je regardais au fil des ans tout ce qu'il y avait eu comme frasque, là. La plus célèbre, c'est son frère, là, tu sais, là, je pense Jackson, là, qui prend son compte TikTok pour faire toutes sortes de niaiseries. Quand il danse pas sur l'étoile de Sean Taylor, rappelez-vous, il avait dû s'excuser d'avoir dansé sur un des joueurs de la NFL à qui on rendait hommage, qui est décédé. Après ça, il avait pris aussi son compte TikTok pour insulter un propriétaire de restaurant. Le propriétaire du restaurant, il avait répondu, puis il l'avait gelé bien raide, il avait perdu la face. Sa blonde à Patrick Mahomes, rappelez-vous, quand elle avait remporté le match contre Buffalo, elle avait eu une bouteille de champagne. Puis tout ce qu'elle avait trouvé de bon à faire après le match, c'est de l'ouvrir puis de splasher tout le monde qui était gelé en face d'elle avec du champagne. Tu sais, c'est comme you. Après ça, sa mère Randy, qui s'en est aussi pris souvent sur les médias sociaux, entre autres aux journalistes qui appelaient son fils Pat Mahomes au lieu de Patrick Mahomes, ou qui traitaient les joueurs adverses de evil. C'était toutes des choses qu'on se pouvait comme se dire, bon, tu sais, ça reste dans les médias sociaux, ça reste banal, mais là, c'est son père qui en met une autre couche, là. C'est la 3e fois qu'il se fait arrêter cette semaine. Il s'est encore fait arrêter samedi pour conduite en état d'ébriété. C'est la 3e fois qu'il y a des incidents pour conduite en état d'ébriété. Et il va quand même pouvoir se rendre à Las Vegas pour regarder le match de son fils, mais sous certaines conditions. Rien de trop beau. Et une des conditions, ce sera de ne pas boire. Alors, je vais l'amener au bar, notre beau Pat Mahomes senior, l'ancien joueur de baseball, et je vais lui dire, tu t'assois au bout du bar, tu prends un verre d'eau, puis même si tu prends un verre d'eau, tu me donnes tes clés, puis tu vas revenir à pied ou en bicycle, mon homme. Fait que j'espère que pour Patrick Mahomes, moi, ça me dérangerait pas parce que j'ai quand même mis les 49ers qui comme vainqueurs du match. Mais j'espère que ça sera pas une distraction de plus pour Patrick Mahomes qui en a déjà assez dans sa soupe. Donc, au bar, la famille Mahomes, puis Pat Mahomes au bout du bar, puis on lui donne un verre d'eau, puis il me donne ses clés. Ah, puis un verre d'eau très flat, là. Pas de lime, pas de glace, rien, là. Pas de gâterie, là. Juste de l'eau. Ton côté, mon Mais Steph? je tiens juste à souligner de quoi. Avant d'amener mon candidat, je veux quand même féliciter Patrick Mahomes là-dedans de garder sa sainteté d'esprit là-dedans. Là. Il est quand même normal à travers du monde qui prennent beaucoup de place, qui aiment se faire remarquer pour des fois des mauvaises raisons. Fait que chapeau, honnêtement, il a l'air, je trouve, de garder son calme là-dedans, d'être en contrôle à date de sa vie, de sa carrière. Je pense que ça mérite d'être souligné, ça. C'est vrai, parce qu'il est pas bien entouré. Puis apparemment que il y a eu des moments où il y avait des froids avec son frère Jackson, puis ça aussi, il a quand même bien géré ça. Puis même si sa blonde, des fois, a fait des folies, il garde ça low profile. Mais c'est quand même des distractions, là. Il peut pas être insensible à toutes ces folies-là, quand même, de son entourage. Il a refusé d'ailleurs cette semaine de répondre à des questions sur son père en disant que c'était un contexte familial puis qu'il allait laisser ça dans la famille. Fait que that's it. Moi, mon invité, je veux pas qu'on ait l'air de s'acharner sur les Chiefs, mais c'est parce que c'en est un, ça, qui a dit toute une niaiserie. Là. Kadarius Toney. Oh! Tu sais, cette année, là, on s'entend qu'il s'est pas... regarde, est-ce qu'il s'est aidé, lui, d'après toi, cette année, Jean-Nic? Là, ça, c'est un gars, d'après moi, qui va faire le bilan de son année et qui pourra pas dire que ça a été positif. Là. À moins qu'il gagne le Super Bowl, mais je pense pas que ça va être grâce à lui. Mais encore là, justement, c'est bizarre. Là, il y a eu toutes les controverses cette semaine parce que lui... il dit que les Chiefs mentent à son sujet, puis là, il y a eu toutes sortes de choses. Puis en plus, il a été dire durant la semaine, je sais plus quelle journée exactement, c'est pas important, mais moi, je me vois toujours comme un receveur numéro 1, mais pour ça, il faut que les Chiefs me donnent le ballon. Pardon? Tu sais, le ballon, là, il y en a eu des belles occasions cette année, là, Kadarius Toney. Il l'a échappé plus souvent qu'à son tour, le ballon, là.
Moi, des gars qui disent des commentaires de même, qui veulent pas se regarder dans le miroir, ça m'écoeure pas mal, honnêtement, là. Tu sais, au moins tais-toi, dis rien, parle pas. Ça rappelle un peu... Tu te mets sous le spotlight en disant « je suis... » Tu te souviens-tu un peu de Freddie Mitchell, là, qui avait un peu fait ces genres de commentaires pour les Eagles dans le temps de... Avec les Eagles à l'époque, oui. Et il avait eu le ballon dans les 2 mains à la fin du match, et qu'est-ce qui est arrivé? Il avait échappé. Ben oui. Écoute, il y a des joueurs qui aiment ça, se mettre de la pression. J'espère que c'est le cas pour notre ami Tony. Fait que, écoute, là, notre ami Tony, on niaisera pas plus longtemps. Il va aller s'asseoir au bar, puis on va lui servir un buttery finger. Tu sais, les doigts pleins de beurre, ça glisse. Hein? Ça doit être pour ça qu'il échappe le ballon. Donc, ça va comme suit, un buttery finger. Moi, c'est pas un drink qui me plairait. J'ai peut-être pas assez là-dedans sucré. On met du Baileys, de la vodka, un quart d'once de schnapps au butterscotch, et on rajoute du kaoula, puis des cerises pour garnir. Fait que ça fait... c'est sucré longtemps, là. Je sais pas s'il fait du diabète ou quoi, là, mais écoute, ça va être ça qu'on lui sert, des buttery fingers, parce que moi, je suis pas convaincu que c'est un receveur numéro 1, ni un numéro 2, ni un numéro 3, Jean-Nic. En début de saison, on disait le contraire, par exemple, mais peut-être qu'il va prendre l'entre-saison pour se regarder dans le miroir puis arriver dans des meilleures dispositions l'an prochain. C'est tout pour nous cette semaine. Mon Steph, on va se dépêcher d'enregistrer un podcast tout de suite après le Super Bowl. On espère que vous serez là pour entendre notre débrief. Envoyez-nous vos questions sur le match, ouais. Ouais, envoyez-nous vos questions. On va mettre un post rapidement. Soyez alertes parce qu'on va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour parler de ce qui est chaud. Stéphane est sur place, donc on va espérer aussi qu'il va pouvoir nous donner un peu d'insight. Moi, je vais être dans un pub à regarder ça avec plusieurs personnes, fait qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vous raconter un peu l'ambiance. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Bon Super Bowl. Amusez-vous. C'est le dernier dimanche de football avant le mois de septembre. Fait que profitez-en, mangez des ailes, buvez de la bière, puis on se reparle en début de semaine. Salut Steph, bonne semaine, bon Super Bowl. Bon Super Bowl à tous. Bye bye.